Voilà, si on peut projeter, voilà. Oui. D'abord, je voudrais simplement vous rappeler en quoi ont consisté ces 2 journées qui sont consacrées à la lutte contre les violences conjugales. Dans une première partie, mercredi matin, nous avons eu de très nombreuses interventions de différents partenaires, de différents acteurs qui sont sur le terrain. Nous avons eu des gens du personnel de santé, nous avons eu le procureur, nous avons eu les gendarmes, nous avons eu des psychologues et des membres d'associations, etc., qui ont donné d'abord un point de vue un peu théorique sur la question des violences conjugales. Dans l'après-midi, on s'est beaucoup plus recentré sur la problématique à Saint-Martin grâce à différentes tables rondes auxquelles ont participé des acteurs de terrain également et qui ont livré leur expérience dans le domaine du dépistage, de la prévention et de la prise en charge des victimes et des agresseurs de violences conjugales. Ensuite, ce matin, nous nous sommes réunis pour réfléchir à des mesures concrètes que l'on pourrait proposer en complément de ce qui se fait déjà pour améliorer justement une prise en charge multidisciplinaire des victimes et des agresseurs. Et voilà donc la 4e partie, c'est la conférence d'information. Et voilà, je vous remercie encore d'y être venu assister. Voilà. Beaucoup de choses ont été dites au cours des journées précédentes et je voudrais simplement résumer un peu tout ça en 10 points forts. Je ne pourrais pas tout dire, mais il me paraît essentiel de vous donner quelques idées maîtresses concernant les violences conjugales. D'abord, il faut savoir que les violences conjugales existent partout, comme le disait Madame la vice-présidente. Ça existe dans le monde entier, à des degrés divers, mais si on compare les continents entre eux, on est tous entre 25 et 30% au moins des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, des femmes et des hommes d'ailleurs. Les violences conjugales existent partout, dans tous les pays, dans tous les milieux. Vous voyez cette maison cossue, eh bien il y a peut-être des violences conjugales derrière. De même que dans cette maison qui est représentée plus bas, ça existe dans tous les milieux, ça existe à tous les âges, ça existe à n'importe quel moment de la vie conjugale. Ça peut exister au début comme ça peut exister après 30 ans de vie conjugale paisible. Et ça existe aussi dans toutes les formes de couple, que ce soit des couples homosexuels, hétérosexuels, pacsés, etc. Ça existe partout. La suivante. La deuxième idée forte, c'est qu'il ne faut pas confondre un conflit conjugal avec violence. Le conflit conjugal, c'est quelque chose qui est normal dans la vie d'un couple, parce que ça fait partie de l'échange. On ne peut pas toujours être d'accord sur tout, et c'est normal qu'il y ait des discussions. Mais quand on a un conflit conjugal, on va le régler par la parole, on va le régler par la négociation. Et c'est ce qui est malheureusement absent dans les violences conjugales, où le seul moyen d'expression que le dominant va avoir par rapport au dominé, c'est la colère et la violence. Et donc, il va y avoir des niveaux, si vous voulez, entre l'auteur de violence et la victime, des niveaux extrêmement différents, qui vont petit à petit se développer et faire que la victime va devenir quelqu'un de presque absent. On n'est plus un sujet, on est un objet. Troisième idée forte, c'est que les violences conjugales peuvent prendre plusieurs formes. En effet, vous voyez différentes photos. Ça peut être des violences verbales, et souvent ça commence comme ça. T'es moche, t'es nul,
t'as vu comme tu t'habilles, ta cuisine, je ne peux pas la manger, tu t'es encore sorti, qu'est-ce que tu as fait, tu as vu comment tu t'es comporté avec mes amis, etc. Violence verbale, première étape, le plus souvent. Ensuite, il y a la violence psychologique, c'est-à-dire que petit à petit, on va avoir une sorte d'emprise de la part dominante sur le dominé, et ensuite, on va arriver à des violences physiques. Des violences physiques qui peuvent être d'une gravité très variable. Ça peut être une gifle, ça peut être un homicide. Il existe également des violences sexuelles, à partir du moment d'ailleurs où les violences sexuelles apparaissent, au moment de l'évolution des violences, on sait qu'on arrive à un stade de gravité important. Les violences sexuelles, c'est vraiment un signal d'alarme, et comment ça se manifeste? Essentiellement par des rapports sexuels non consentis ou par différentes pratiques qui ne sont pas acceptées par la victime. Autre forme de violence, c'est la violence financière, économique. C'est-à-dire que si par exemple on se trouve dans un couple où c'est l'homme qui va gagner l'argent du ménage, il va donner une somme extrêmement ridicule à son épouse ou à sa compagne pour s'occuper du ménage. Et ensuite, il va dire, mais pourquoi tu n'as pas acheté ci, acheté ça, etc. Comment ça se fait que les enfants ne sont pas habillés correctement et tout. Mais la pauvre victime, elle ne peut pas y faire face parce qu'on ne lui donne pas l'argent pour pouvoir le faire. Et enfin, il y a la violence administrative qui va être présente en particulier dans des situations de grande précarité sur le plan administratif, par exemple dans des couples de personnes sans papier, ou bien qui sont de manière irrégulière à un endroit ou à l'autre, eh bien, on va pouvoir avoir le dominant qui va prendre tous les papiers d'identité de la victime, par exemple. Moi, je me souviens avoir vu une victime un jour qui me disait, il m'a pris tous mes papiers, moi je suis en situation irrégulière, et tous les jours, il m'emmenait dans la voiture pour passer devant la police aux frontières en disant, tu vois, si tu continues, je vais aller les voir. Vous voyez, c'est de la violence administrative. Suivant. Autre idée forte, c'est qu'il existe un cycle de la violence, dont d'ailleurs Jean-Marie va nous parler tout à l'heure, mais il faut savoir que la violence conjugale, elle est cyclique. On commence par un conflit, une agression, une justification, et Jean-Marie va vous expliquer ça, et ensuite une phase de lune de miel. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce cycle de la violence, on va toujours dans une perspective d'aggravation. Il faut bien savoir que la gifle, un jour, elle peut se terminer par des coups beaucoup plus importants, et même éventuellement des homicides, comme Madame la vice-présidente en a parlé tout à l'heure. Suivant. Alors, vous voyez cette jeune femme, hein, elle est épanouie, tout va bien. Et puis, malheureusement, la flèche représente les violences. Elle va devenir un robot. C'est-à-dire qu'elle va devenir un objet, comme je disais tout à l'heure. Et là, on a des preuves scientifiques qui montrent que petit à petit, avec l'installation de la violence, il y a des modifications au niveau cérébral qui font que la victime, petit à petit, est complètement anesthésiée. Elle est paralysée, elle est dans un état de sidération qui fait qu'elle ne bouge plus. Elle est tellement anesthésiée qu'elle ne sent plus les coups. Et là, on peut réfléchir à cet élément important lorsqu'on entend autour de nous des gens dire « Mais pourquoi elle ne porte pas plainte? Pourquoi elle reste avec lui alors que ça fait des années qu'elle est victime de violence ?» Eh bien, c'est simplement parce que ces personnes victimes ne sont plus capables d'action. Elles sont victimes paralysées. La seule manière de se défendre, c'est de devenir un objet et de subir. Mais ça n'est pas du tout volontaire.
Alors, sixième point fort, c'est que la loi dispose de toute une série d'articles qui ont trait aux violences conjugales. Et ça, c'est une chance que nous avons, parce que dans le monde entier, sur 189 pays, 44 pays n'ont pas du tout de législation spécifique contre les violences conjugales. Ici, Dieu merci, ça existe, et il faut savoir que la loi a étendu la notion de vie conjugale à tout ce qui est ex. Lorsque une victime est frappée par un ex-copain ou l'inverse, eh bien, ça reste des violences conjugales. Il faut savoir aussi que les sanctions en cas de violence conjugale ne sont pas les mêmes. Tout dépend disons, de l'histoire. Tout dépend du type de violence, et il faut bien comprendre que ça n'est pas parce qu'on va porter plainte que l'agresseur va être nécessairement, systématiquement mis en prison. Parce que c'est une crainte que beaucoup de victimes ont. Lorsqu'une femme se retrouve avec ses enfants et qu'elle veut porter plainte, mais qu'elle sait que si elle porte plainte, le mari va aller en prison, eh bien, c'est un élément qui l'a fait réfléchir et qui fait freiner un petit peu sa démarche. Il faut dire aussi que dans le cadre de la loi et des représentants de la loi, on a de plus en plus des gendarmes, des policiers qui sont spécialisés dans l'écoute des victimes de violences conjugales et également des enfants. Ça, c'est très important. Ensuite, l'enfant est une victime. L'enfant est toujours une victime en cas de violence conjugale. Il ne faut pas croire que si les violences se font en dehors de leur présence, ils ne vont pas sentir qu'il y a quelque chose. Vous savez tous que les enfants ont une perception extrêmement fine de la réalité qui les entoure. Alors, lorsque les enfants perçoivent ces violences, ou pire, lorsqu'ils en sont témoins, ou encore plus grave, lorsqu'ils en sont victimes, c'est absolument dramatique. Et ça va les marquer pour leur vie entière. Madame la vice-présidente citait des chiffres tout à l'heure qui sont tout à fait réels. Les victimes de violences conjugales, dans 30% des cas, ont été des victimes dans l'enfance. Et les agresseurs, c'est le cas dans 90% des cas au moins. Donc, l'enfant est une victime systématique de violences conjugales. Même s'il n'est pas frappé, le fait qu'il soit témoin, eh bien, ça nécessite une prise en charge tout à fait particulière et spécifique pour éviter justement que le cycle ne se reproduise d'une génération à l'autre et pour l'inciter à pouvoir vivre une résilience qui le fera s'échapper de ce carcan qu'est la violence lors de l'enfance. Suivant. La loi du silence. Se taire, c'est participer. Lorsque vous savez qu'il y a des violences conjugales dans votre entourage, dans votre famille, dans votre voisinage, et que vous taisez, vous êtes participant à ces violences. Alors, c'est très compliqué ça, parce que le plus souvent, la victime elle-même, elle va se taire, elle a honte d'être victime. Les familles vont plutôt dire, toi, il ne faut pas que ça se sache. Les voisins, ils vont se boucher les oreilles. Et même les professionnels, lors des tables rondes, nous avons entendu un médecin traitant qui disait, mais il y a des jours où je me rends compte qu'il y a sans doute des violences conjugales, mais je ne sais pas comment poser les questions et je ne sais pas quoi faire après. Et donc, c'est aussi une forme de silence. Se taire, c'est être participant à la violence. Oui. La victime doit rester au centre de ce qui va se passer. Ce n'est pas à l'entourage ou à tel ou tel acteur de décider ce qu'il faut faire. C'est elle qui doit décider. Bien entendu, elle doit être accompagnée pour justement quitter ce statut d'objet qu'elle a petit à petit acquis au cours des violences pour pouvoir redevenir une personne agissante. Alors, bien entendu,
Des aides, on peut en trouver partout. Le personnel soignant, un médecin, une psychologue, les gendarmes, un avocat, des associations, des enseignants qui ont une oreille vis-à-vis de tous ces problèmes, les travailleurs sociaux et qui encore. Mais c'est la victime qui reste au centre de sa décision, qui reste, qui garde le choix de la personne de référence qu'elle va choisir et qui va également décider de la suite à donner à la situation dont elle est victime. Et enfin, 10e idée forte, il faut informer, former et travailler ensemble. Et ça, c'est une diapo que j'avais faite hier pour préparer la conférence. Et ce matin, quand on a discuté des mesures concrètes qu'on pouvait proposer, c'est exactement ce qui a été dit. Informer le plus possible, informer les enfants, informer tous les professionnels, former les acteurs qui vont être en rapport avec les gens victimes ou auteurs, et surtout travailler ensemble. Et ça, c'est le succès de la manifestation grâce à tous ceux qui y ont participé, c'est que nous avons eu le sentiment que se réunissaient des gens d'horizons extrêmement différents, qui parfois n'ont pas suffisamment l'occasion de parler ensemble et d'envisager ce qu'on peut faire ensemble. Et au cours de ces journées, nous avons réussi à réunir toutes ces personnes. Alors maintenant, quel est le bilan de la matinée d'aujourd'hui? Que faire? Que faire? Parce que si on ne fait rien, c'est du vent. Si on en reste à dire il faudrait que, ah ben peut-être que, non, ça n'aura servi à rien ce qu'on a fait. Donc ce qu'il faut, c'est qu'est-ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, demain, pour que la situation change. Oui. Donc, informer par tous les médias classiques, télévision, radio, journaux, réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier les réseaux sociaux qui sont des vecteurs de communication très importants. Dans tous les milieux, puisqu'on sait que ces problèmes se rencontrent partout, dans toutes les langues, c'est important ici à Saint-Martin d'avoir des flyers, etc., dans toutes les langues que les gens parlent, avec une attention particulière vis-à-vis des écoles. Les enfants victimes de violences, témoins de violences conjugales, peuvent s'exprimer autrement que par la parole. Ils peuvent s'exprimer, par exemple, par le dessin, où il y a une parole qui peut être libérée par le théâtre, par exemple. Vous voyez, il faut essayer de faire appel à tous les médias possibles pour pouvoir libérer la parole, briser le silence. Et bien entendu, il faut organiser des séances d'éducation à la citoyenneté, à la parentalité. Les violences conjugales, c'est une porte ouverte vers de multiples autres sujets qu'il faut traiter. Deuxième chose, il faut former tous les acteurs de terrain. Ce médecin qui nous disait « je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas comment faire », et bien justement, il faut les former. Il faut former les médecins, former les gendarmes, tous les soignants dans les services d'urgence, les associatifs. On n'écoute pas suffisamment les personnes victimes de violences. Il a été décidé également d'établir un répertoire des personnes ressources qui va être élaboré dans les jours qui viennent. Travailler sur les réseaux sociaux, en particulier entre professionnels, pour pouvoir s'aider aussi dans des situations où on maîtrise mal les choses, former les enseignants à l'écoute et au dépistage, et bien entendu, essayer de mettre en place des référents violences conjugales dans chaque institution. Autre volet, c'est que faire en urgence. Lorsque une personne vient d'être victime de violence, que faire? Eh bien, il faut absolument que soit fonctionnel un numéro d'appel qui soit pratiquement disponible 24 heures sur 24 et spécifique
pour les violences conjugales, comme il existe en métropole. Le 3919, c'est le numéro des violences conjugales. Alors, il faut absolument que ce numéro soit fonctionnel ici à Saint-Martin. Le numéro de Trait d'Union, qui est une association dont le directeur va parler tout à l'heure, mettre au point des protocoles aussi avec les gendarmes, nous sommes mis d'accord là-dessus, que faire lorsqu'une femme se présente, soit à l'hôpital, soit à la gendarmerie, et enfin prévoir dans l'immédiat un hébergement et éventuellement des familles d'accueil. Il y a des femmes qui se présentent à la gendarmerie avec leurs enfants, voilà, nous sommes en pleine nuit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va leur dire de rentrer à la maison alors que l'auteur est encore là? C'est très compliqué, mais il faut que nous réfléchissions à une situation, à une solution. Enfin, le quatrième volet, c'est à plus long terme, il faut que nous assurions un suivi social, psychologique, médical, juridique. Il faut aider ces personnes. Elles n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur libère la parole et qu'on leur prenne la main pour les accompagner dans ce qu'elles auront décidé. Il faut, si possible, prévoir un hébergement, parfois un éloignement de l'auteur, et là, on peut éventuellement envisager un partenariat plus étroit avec la Guadeloupe. Pourquoi pas? L'accueil doit être prévu avec les enfants. Ce serait terrible de dire à une femme, vous venez porter plainte parce que vous êtes victime, très bien, on va vous héberger, mais les enfants, non. Et c'est dramatique. On ne peut pas proposer une situation comme ça. Et enfin, il faut accompagner les auteurs. Les auteurs sont aussi des personnes, sont aussi des gens qui, psychologiquement, ressentent certaines souffrances. Donc, il faut accompagner ces auteurs et ensuite accompagner les couples pour pouvoir sortir de cette situation. Voilà, suivante. Voilà, donc, en résumé, pour l'avenir, un vrai partenariat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef et d'autres qui travaillent, on est tous au même niveau et chacun avec ses compétences va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Des objectifs communs, les journées que nous venons de vivre nous ont prouvé que nos objectifs sont bien communs, des compétences multiples. On a la chance d'avoir ici à Saint-Martin toute une série de gens compétents dans différents domaines. Eh bien, mettons-nous ensemble pour travailler. Des projets à court et à long terme, d'urgence, et puis l'accompagnement à plus long terme, et puis l'imagination au pouvoir, dans le slogan de mai 68, d'accord, mais l'imagination au pouvoir, c'est essayons d'imaginer de nouvelles formes de prise en charge. Qu'est-ce qu'on peut faire ici à Saint-Martin qui soit original? Peut-être qu'on a une situation particulière, eh bien réfléchissons à tout ce qu'on peut mettre en place pour que les violences conjugales diminuent et pour qu'on puisse dire plus jamais ça. Merci.